Je suis un jeune homme de 57 ans, marié, avec 2 grands-enfants, plein de passions, dans le sport, dans l'art, et puis je suis passionné de mon travail. J'ai grandi au bord de la mer, et puis c'est resté assez présent dans ma vie, puisqu'encore aujourd'hui je fais beaucoup de sport de glisse, à la mer, mais aussi à la montagne. Je suis un passionné de ça, donc j'organise mon temps entre ces activités. Et puis Anéo, qui est mon bébé, que j'ai créé il y a une quinzaine d'années, dont la raison d'être est d'aider les entreprises à devenir plus humaines, singulières et cohérentes. Et j'aime bien le terme d'aider, parce que je pense qu'on ne fait pas de conseils si on n'aide pas les entreprises, si on n'a pas au fond de soi cette envie de les aider et de régler leurs problèmes. Les aider à être plus humaines, parce qu'au sens plein du terme, c'est-à-dire humaines au sens de l'écologie, de la planète, de l'environnement, donc d'aller dans cette direction d'un capitalisme un peu plus vertueux. Singulière, parce qu'on croit tous, en tout cas chez Anéo, on croit tous à la différence et à la singularité des individus, mais aussi des organisations. Et puis cohérente, parce que quand on fait du conseil, on s'aperçoit assez rapidement que finalement c'est la cohérence qui est le principal levier de l'efficacité de l'organisation. Alors après, on travaille sur 3 grands métiers: la stratégie, l'organisation et puis la technologie. Et puis on essaye de marier tout ça dans une organisation que vous connaissez bien, aplatie, horizontale, par communauté, en autogérance et qui fonctionne avec pas mal d'agilité. Alors c'est une question compliquée, parce qu'effectivement chez Anéo, on a au moins une bonne douzaine de principes pour accompagner les transformations. J'ai demandé quelques secondes de réflexion. Oui, je pense que ce que je retiendrai, le seul, c'est ce qu'on appelle chez nous d'équilibrer la valeur. C'est-à-dire que y a beaucoup de projets qui finalement dégagent de la valeur pour l'entreprise en termes de productivité, mais dégagent pas de valeur pour les salariés ou pas de valeur pour les clients. Et nous, on a ce dessin qui est issu du design, dans lequel on a 3 sphères concentriques. Une sphère correspond à l'intérêt de l'entreprise, une sphère correspond à l'intérêt du collaborateur, du salarié, et puis une sphère correspond à l'intérêt du client. Et en fait, les projets et les transformations doivent être au cœur de l'intersection de ces 3 sphères, pour qu'on ait le moins de change management à faire et que les projets se déploient avec le plus de fluidité possible. Donc c'est de faire attention à ce que l'ensemble des projets finalement apportent de la valeur à l'ensemble des parties prenantes. Alors c'est beaucoup une question de méthode, en fait, et ça s'explique parce que la culture, c'est pas quelque chose qui émerge du néant, c'est quelque chose qui est le fruit d'un contexte. C'est-à-dire c'est parce que la mer monte que vous allez devoir bouger et développer une culture de nomadisme. C'est pareil dans les organisations, c'est parce qu'on change la manière de travailler qu'on apprend et qu'on développe une nouvelle culture. Et puis c'est comme en sport où vous allez travailler un geste, et puis à un moment donné vous allez oublier la méthode et le geste va s'inscrire naturellement et vous allez le faire complètement avec fluidité. Et c'est pareil pour l'agilité, il faut d'abord mettre de la méthode, mettre des principes, de l'organisation, du cadre, et puis à un moment donné, ça rentre dans la culture, et la culture vient en deuxième. J'ai une théorie là-dessus, et je ne suis pas le seul à la partager, mais on peut parler de la data, mais on peut parler aussi de l'intelligence artificielle. Mais finalement, tous les scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle vous disent qu'ils comprennent de moins en moins ce qu'est l'intelligence humaine. Ça veut dire que ce que sont capables de faire les algorithmes, c'est de reproduire des tâches processées, c'est-à-dire des tâches qu'on a été capable de décomposer. Et finalement, quand on prend du recul là-dessus, on se dit que c'est pas mauvais que finalement des tâches répétitives soient plutôt prises en main par des algorithmes ou des robots plutôt que par des humains. L'humain, sa caractéristique, et là où finalement il va s'épanouir, c'est dans la création, dans l'invention, et puis dans la relation. Et ça, c'est des sujets qui sont absolument pas couverts par les machines aujourd'hui, et c'est des sujets qu'on sait même pas modéliser. Donc finalement, on pourrait presque penser que plus la technologie, plus la data, plus l'intelligence artificielle vont se développer, plus ça va repousser l'humain vers des tâches qui finalement sont intrinsèquement celles qui le révèlent le plus. Et donc moi je crois beaucoup au fait que le digital va nous pousser vers, comme je le dis assez souvent, beaucoup plus d'humanité. Ouais, je trouve que la stratégie, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on est tous assez concentrés sur l'organisation du travail, l'organisation de l'entreprise. Mais malgré tout, une entreprise, ça avance selon un plan, selon une vision, selon une trajectoire. Et cette partie-là de la réflexion sur le plan, ce qu'on appelle la stratégie, on l'a assez peu révolutionné dans les dernières années. Alors que Internet est arrivé, et Internet, ça a aboli l'espace et le temps. C'est-à-dire ça a contracté
terriblement la distance qu'il y avait entre penser une stratégie et son exécution. C'est-à-dire que les entreprises, en termes de time to market, doivent aller de plus en plus vite. Ça veut dire qu'elles aient effectivement un outil, une usine capable d'être flexible et agile pour travailler rapidement, mais il faut aussi que la stratégie suive. Et on ne consacre pas assez de temps à cette partie-là de l'histoire. Donc nous, on fait beaucoup de travaux en amont, en particulier avec des designers, pour réfléchir à une manière de contracter, de rendre plus efficace et plus rapide les travaux de stratégie et de pouvoir les réviser de manière régulière. Donc il y a pas mal de principes qui sont issus du Lean Startup et qui permettent d'aller assez vite sur l'expérimentation et de remonter à la conception de la stratégie. Voilà. Et ces parties-là sont pas encore assez développées dans les grands groupes. Alors c'est certain que depuis une quinzaine d'années, on parle essentiellement de transition digitale, et puis que depuis 3-4 ans, la transition environnementale est arrivée de manière assez incroyable. Elle a pris un espace très très important, et à mon avis, elle va dépasser, voire peut-être même englober la transition digitale. Elle va imposer finalement ses propres critères pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que la législation est en train d'aller dans son sens, et on voit apparaître des trajectoires de décarbonation, des trajectoires de réduction de nos gaz à effet de serre, tout un tas de choses légales qui vont contraindre les entreprises à aller dans cette direction-là. Et en parallèle de ça, on a une nouvelle génération émergente qui sont des jeunes qui ont moins de 23-24 ans, qui sont complètement dans cette logique-là. Donc les 2 phénomènes vont accélérer considérablement la thématique, et il est probable que les 10, 15, 20 prochaines années vont être consacrées à cette thématique-là. Moi, je suis un incroyable optimiste, c'est-à-dire que je pense que les experts se sont plantés à travers l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont et pour une raison qui s'explique d'ailleurs. Quand je dis planter, c'est pas très sympathique les concernant, parce que c'est des gens très érudits. Mais en fait, un expert, il va extrapoler une tendance, c'est-à-dire qu'il va prendre une pente et puis il va la tirer dans le temps. Et ce qu'il n'inclut pas dans cette modélisation, c'est l'innovation de rupture. Imaginez l'économie si on n'avait pas inventé le microprocesseur. Ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait certainement pas à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, y compris même sur la transition environnementale, on sait absolument pas ce que l'esprit humain va être capable de créer demain, qui va peut-être nous faire complètement pivoter. Je crois à l'intelligence humaine, je crois qu'elle nous réserve de belles surprises dans l'avenir, je crois qu'elle innovera, et qu'on est incapable aujourd'hui de prévoir à quoi tout ça va ressembler, mais je pense que positivement, par le passé, les choses ont été plutôt dans une bonne direction. Donc voilà, je suis un optimiste, on va dire, indécrottable. Je suis partenaire de NextGen pour finalement une seule raison, enfin peut-être 2. C'est d'abord la rencontre humaine qui a eu lieu avec Luc, mais aussi avec ses équipes. Et puis aussi le fait que j'ai la conviction que vous incarnez ce que vous êtes en train de prôner. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, c'est pas une conviction de surface. Et nous, on met assez peu de sponsoring ou d'accompagnement. On le fait assez rarement, sauf quand on croise des gens qu'on appelle authentiques, et avec lesquels on partage des valeurs. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là, votre authenticité, votre sincérité, et le fait qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on est le partenaire de NextGen.